Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Quoi qu'on dise du tournoi de Paris qui s'annonce, quels que soient les éloges ou les critiques, et les éternels « c'est plus comme avant », qui ont d'ailleurs dû commencer dès le tournoi qui a suivi le premier, celui de 1971, parce que la star Shozo Fuji n'était pas revenue, il reste une constante à ce rendez-vous de février, un invariant dont tout le monde a fini par intégrer sans trop y penser la consistance et la force, et c'est vous, le public. On pourrait presque dire que le tournoi de Paris, désormais Grand Chelem, se suffit à lui-même avec ça. Le rendez-vous de Paris et de l'Île-de-France et de la province qui montent en famille, en club, avec les banderoles pour voir les combattants, dont certains ont été formés chez eux, à l'ES Belvini de Manon Deketer, aux jeunes de Saint-Augustin Bordeaux d'Arnaud Harigba, avec les échanges dans les coursives de Bercy devant les stands et les buvettes, et dans ces salles annexes où avec le badge ad hoc, on peut aller serrer sur son cœur les anciens potes de l'INSEP. Sur le tapis, c'est au fond toujours plus ou moins la même pièce qui se joue comme dans les tragédies grecques. En cette époque de l'Olympiade, au lendemain des Jeux de Paris, ce sont les espoirs de la jeune génération française qui sont mis en scène face à une opposition étrangère dont on va découvrir progressivement quel rôle elle va jouer dans les années à venir quand les nouvelles hiérarchies vont commencer à se définir. Cette fois encore, comme toujours depuis plus de 50 ans, le public était là, installé sur les sièges du haut en bas du chaudron dès 9h30 le samedi, jamais lassé de se faire raconter la belle histoire de la vitalité du judo national. Frédéric Lecanu à la baguette, avec l'émouvant concours de la mezzo-soprano Axel Saint-Cyrel pour A Touch of Class Bienvenue, tout était prêt pour prendre la première mesure du long cheminement qui commence jusqu'à la prochaine Olympiade. Après des jeux en tout point extraordinaires, et notamment parce qu'ils se déroulaient chez nous, la Fédération française a pris son temps pour digérer, a pris son temps pour mettre en place le post-Paris, comme si elle n'avait pas très envie de tourner la page, ce qui peut se comprendre, mais ce qui commençait aussi à agacer les entraîneurs dans les clubs, qui auraient voulu un peu plus tôt savoir quelle allait être l'organisation à venir et avec quelles équipes d'encadrement. Le Grand Chelem de Paris 2025 marquait en effet une transition à de très nombreux égards, et notamment parce que les nouveaux entraîneurs nationaux, désignés par la nouvelle responsable, Frédéric Jossinet, dont peu se souviennent de ces 12 médailles à Paris, dont 9 consécutives, avaient pris leur marque à peine 2 semaines plus tôt. Dans ces conditions, et au soir du dimanche, Stéphane Nomis, président impliqué dans le haut niveau, qui avait d'ailleurs rappelé aux journalistes qu'il n'avait pas souhaité désigner d'élu en charge de ce secteur pour être au plus proche de l'action, audacieux dans son choix de nommer l'ancienne vice-championne olympique d'Athènes, elle-même très déterminée dans ses choix, pouvait afficher sa satisfaction devant les 15 médailles récoltées par la délégation nationale et annonçait aussi son plaisir d'avoir vu de nouvelles têtes émerger à l'occasion de cette première étape bien négociée, ce qui est toujours attendu et en particulier lors du premier pari de l'Olympiade. Avait-il raison de s'en réjouir ? Plutôt oui. 15 est un très beau chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2009. Et 3 titres à Paris avec presque aucune des têtes d'affiche de cet été au championnat du monde comme aux Jeux, c'est aussi un très bon début. Au lendemain des Jeux de Rio en 2016, il n'y en avait eu qu'un et 0 après ceux de Tokyo. La nouvelle chef d'écurie du haut niveau de la Maison France Judo, Frédéric Jossinet, pouvait exprimer la satisfaction du premier test validé. 15 médailles, première nation, 10 médailles le premier jour, 5 aujourd'hui, de la jeunesse, surtout de l'engagement, de la résilience, du plaisir. On a vu en tout cas de très belles choses, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Il y en a qui revenaient des jeux, c'est très très courageux, franchement il faut le dire aussi. Ceux qui ont fait les jeux, qui ont été médaillés ou pas médaillés, de revenir ici à Paris, quelque part de se mettre à nu et de repartir, c'est très fort. Ceux qui ont eu des médailles en étant dans cette position, c'est incroyable déjà, et je les félicite bien évidemment. Ceux qui n'ont pas eu de médaille, mais qui étaient aussi dans cette position, c'est malgré tout très courageux, et donc on les félicite aussi. Et après, il y a beaucoup d'enseignements sur ces 2 jours à prendre, suivant les KT, mais on a déjà beaucoup d'éléments, d'indicateurs pour la suite. Il va y avoir des comités de sélection très vite, et à partir de là, ça va vraiment lancer en fait les objectifs de l'année, championnat d'Europe, championnat du monde, voire des objectifs
sur deux saisons. Donc on va réfléchir avec les staffs. On l'a dit pareil dans les différentes causeries, on a dit vous avez l'opportunité, si vous êtes là, c'est que vous avez décidé d'être là déjà. On vous a sélectionné parce que vous le méritez. Maintenant l'opportunité, elle vous tend les bras. C'est vous qui allez faire le travail. Nous on est derrière, on va pousser, on va tout mettre en place pour que vous soyez les meilleurs. Et puis il n'y a plus qu'à. De nouvelles têtes, de nouveaux héros. Il est temps d'aller voir qui a marqué la séquence et a gagné le droit de rejouer, en prévision des championnats d'Europe à venir, qui prend la tête du marathon qui débute. On l'a dit, les Olympiens étaient peu nombreux et encore moins les médaillés de Paris. 2 d'entre eux étaient pourtant déjà à pied d'œuvre, la médaillée de bronze des moins de 48 kg Chirine Boucly, courageuse et déterminée à défendre son classement dans cette catégorie très dynamique, et le formidable médaillé de bronze des moins de 90 kg Maxime Gaël Ngayap Ambou, conscient d'avoir encore à affirmer son autorité malgré sa formidable réussite à Paris cet été. Ils réussissent l'un et l'autre une performance inaboutie mais rassurante. Chirine Boucly avait gagné 1 an plus tôt sa première levée parisienne en battant en finale la numéro 2 japonaise Wakana Koga, comme elle l'avait fait au championnat du monde 2023 pour se hisser en finale. Dans cette catégorie où l'épouvantail Natsumi Tsunoda, la formidable machine à faire des tomoe-nage enchaînés en jujigatame, ne terminera probablement pas l'Olympiade si même elle la débute, après son titre olympique et ses 32 ans, la leader française peut s'estimer déjà satisfaite d'avoir une nouvelle fois maîtrisé Koga avec son Sumigaishi, laquelle Koga avait pourtant su mater à Tokyo en décembre la jeune et redoutable opposition japonaise qui lui court derrière. Mais en finale, en déficit d'énergie, la Française devait céder au travail inlassable et remarquable au sol de Mitsuki Kondo, 2e à Tokyo. Il faudra travailler sur elle, un décor assez clairement planté. C'est une japonaise que j'avais jamais pris, donc c'est hyper intéressant de prendre des filles qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Après c'était une cliente, elle est médaillée sur le Grand Chelem de Tokyo quand même, donc c'est pas dégueu. Et voilà, c'est des profils qui sont intéressants, c'est une gauchère. C'est un peu comme Koga, du coup, le match précédent sur Madmi, mais différent encore, très forte au sol. Donc j'ai dû me battre un petit peu pour tout avoir, le sol, le debout, essayer de défendre et essayer de chercher des solutions. Et c'était un match vraiment intéressant, je suis assez fière de ce combat quand même si à la clé, j'ai pas trouvé la petite solution qu'elle a trouvée. Mais voilà, c'était une belle reprise. Je suis assez fière, vraiment, parce que c'était une compète qui était vraiment difficile. Je pense que c'est la rentrée, quoi. C'est pareil pour tout le monde. Mais voilà, non, je suis contente, même si je voulais l'or. Effectivement, je suis une compétitrice et aujourd'hui, je finis avec un goût amer de c'est pas si loin que ça. Et j'ai un peu la haine de me dire qu'il y a eu mieux que moi aujourd'hui. Mais c'est le jeu, c'est comme ça et c'est une belle médaille d'argent. L'objectif n'était pas là. L'objectif, c'est d'être championne du monde au mois de juin. Donc là, je mets un pied sur une belle médaille à Paris et on verra la suite. Voilà. Maxime Gaël Ngayap Ambou avait donné des signes de son potentiel olympique en emportant le bronze à Paris en 2024. Il était cette fois à 2 doigts de rééditer l'exploit en s'offrant au passage le champion d'Europe junior 2021, le géorgien Nika Karazazishvili, un garçon de sa génération. Mais il était arrêté à la dernière seconde de leur demi-finale par un contre de l'homme qui monte, la future médaille d'or, le coréen Kim Jong-un, l'un des plus impressionnants du plateau ce week-end. Commotionné sur cette ultime action, Maxime Gaël ne pouvait pas honorer un défi pour le bronze qui aurait ravi le public. Contre son rival malheureux pour la sélection olympique, l'excellent Alexis Mathieu, finalement médaillé sans combattre. Malheureusement, ça ne se finit pas comme j'aurais ou comme on aurait aimé. Mais voilà, c'est à prendre, l'année est lancée et puis on va se concentrer sur la suite. On la prend et puis voilà, c'est un petit échelon de passer sur le tournoi de Paris parce que j'ai déjà fait une médaille en Grand Slam, mais le tournoi de Paris m'échappait encore un peu. Mais voilà, c'est que le début et puis on espère que ça va se reproduire avec une meilleure médaille. Il y avait aussi présent à Paris certains des sélectionnés olympiques non médaillés. C'était le cas du moins de 66 kg Walid Kiar et de la moins de 70 kg Marie-Ève Gaillet. Ils étaient tous les deux médaillés à la fin de la journée, mais pas en or. Dans un parcours sans trop d'aspérité, Walid Kiar était victime en demi-finale d'un des 2 grands contres en scène-no-scène du week-end par le meilleur azerbaïdjanais de sa catégorie, Ruslan Bashayev, 24 ans et 19e mondial, un Sasae Tsurikomiyashi ultra fluide placé dans une attaque en Kouchigari. J'avais besoin de remonter sur le tapis, même si en toute humilité je me sentais pas prêt, j'ai cogité pendant un bon moment. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je fais pas. Franchement, j'ai longtemps cogité, mais je me suis dit il faut que je le fasse parce que si je repousse là,
je vais encore repousser, et on va arriver au championnat du monde et ça se trouve je serai pas prêt. Donc j'ai préféré prendre le risque de combattre sur ce tournoi. Dans un contexte général de vitalité de nos masculins, en l'absence des grands leaders, ce n'était finalement pas le sélectionné olympique de la catégorie, Walid Khiar, qui se mettait le plus en valeur devant le public, mais son rival le plus régulier, le puissant parisien Daiki Bouba. Il se hissait jusqu'en finale en se payant au passage 2 des hommes forts du jour, le médaillé d'argent du Grand Chelem de Tokyo, Taiko Fujisaka, et plus probant encore, le numéro 3 mondial, le géorgien Vaza Markvelashvili, médaillé mondial 2024. Avec son style original tout en traction mais sans envahir et avec ses belles techniques de jambes, il a les moyens de battre les combattants japonais comme il l'a fait à Paris mais aussi au Grand Chelem d'Abu Dhabi en octobre dernier où il s'était déjà hissé en finale en sortant le vice-champion du monde et vainqueur à Tokyo Takeshi Takeoka. Battu à Abu Dhabi par le russe Chopanov, il est arrêté à Paris, lui aussi par l'Azerbaïdjanais Ruslan Bashayev, qui trouvait une solution en se jetant dans son dos pour le contrer, technique dont on ne sait plus trop si elle est interdite ou pas. Manifestement, non. Ça fait vraiment plaisir de voir la régularité. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, je pense, maturité aussi à ne pas faire trop d'erreurs. Même si j'en ai fait une en finale, au final, j'en ai pas beaucoup fait pendant la journée. Même si j'ai pas produit beaucoup, je ne me suis pas trop livré non plus. C'est peut-être sur ça que je dois progresser aussi, sur la prise de risque et sur la mise en danger un peu plus rapidement. J'ai réussi, je pense, à faire la part des choses. La part du spectacle à Paris, c'est chez moi, c'est important. Finalement, c'est un grand slam. C'est un grand slam et tous les grands slams sont forts, toutes les finales. Je pense qu'il faut les approcher de la même manière pour pouvoir après faire un retour carré et qu'on peut reproduire après aussi sur tous les grands événements. Donc là, ça fait c'est ma troisième finale en Grand Slam d'affilée, deuxième place. Donc, clairement, il y a un problème dans la gestion de la pause. Quant à Marie-Ève Gaillet, elle a repris le collier en utilisant un tableau à sa main pour travailler un peu, notamment son renversement au sol à la japonaise. Elle n'avait en revanche pas les moyens de faire face à un affrontement de plus de 10 minutes avec les 20 ans de Mayu Honda, championne du monde junior 2023 et victorieuse du Grand Chelem de Tokyo. Elle prenait la dernière pénalité après 6 minutes 14 de Golden Score. J'étais présente, c'est vrai. Après, je suis un peu déçue de ne pas avoir trouvé la solution à la fin. Après, ouais, c'est vrai que le Newaza, la défense, ça m'a un peu fatiguée aussi. Je ne vais pas vous mentir, mais voilà, je pense que la prochaine fois, je retournerai pour bosser sur elle et je pense que la prochaine fois, je trouverai la solution. Ça fait forcément plaisir de commencer l'année comme ça. C'est un beau cadeau et je le prends. Sans prétention, vraiment, je pense que j'aurais pu passer la japonaise et aller en finale. Après, je pense qu'on s'est bien préparé. J'ai échangé avec toi, on a eu la Ligue des Champions, même si je n'ai pas combattu. Ça m'a fait aussi un retour à la compétition. Donc non, à l'entraînement, je me sentais vraiment bien. Donc je suis contente de la médaille. La couleur, c'est autre chose, mais je suis contente de la médaille. De la sélection olympique française, il restait le moins de 81 kg Alpha Oumar Diallo sur le tapis, qui subissait en quart la loi du futur vainqueur, un homme qui va compter sur cette Olympiade, le Canadien François Gauthier-Drapeau, et butait en repêchage sur le kata gourma de l'Azéri Omar Rajabli. Audrey Tcheméo n'a pas fait les derniers jeux, mais elle était dans la course jusqu'au bout avec son titre européen 2024, son 5e. Elle a fait à Paris une reprise tout en sérénité, seulement surprise en demi-finale, moins par son adversaire, la médaillée olympique portugaise Patricia Sampaio, que par la vitesse à laquelle les pénalités sont tombées de son côté sans que rien ne se soit joué sur le tapis. Habituel excès de zèle dans les tournois qui suivent les changements de règles. C'est d'ailleurs le moment de dire que ces changements de règles très attendus, appliqués pour la première fois à Paris, ont sans aucun doute été à l'origine de plusieurs situations de ce genre, mais ont globalement accouché aussi d'un tournoi plus apaisé et plus judo, le retour du Yuko notamment ouvrant plus largement le jeu. Le corps arbitral avait laissé tomber judicieusement les pénalités pour sortie de tapis. Les athlètes étant toujours conditionnés à rester sur l'aire de combat, cela n'a pas posé de problème, et d'une façon générale, mis la pédale douce sur toutes les situations de pénalité qui avaient tant crispé le milieu ces dernières années. Il pénalisait en revanche avec enthousiasme et pas toujours le discernement nécessaire les combats de saisie qui se prolongeaient, mais n'a pas vraiment su faire la différence entre les fausses attaques et les vraies, comme on pouvait le craindre, ce qui est embêtant car cela continue à autoriser les victoires tactiques dont on devait se débarrasser. Audrey Tcheméo regardait surtout devant,
et acceptait avec philosophie de devoir renoncer à son 7e titre à Paris, ce qui l'aurait amené à égalité avec Lucie d'Écosse et Clarisse Agbenienou, juste derrière les 8 titres parisiens de Teddy Riner. Bonne journée pour moi, je voulais faire tag l'or mais malheureusement je suis passé à côté, mais bon c'est frustrant mais pas décevant. Ça prouve que je suis dans un bon mouvement, un bon rythme. La nouvelle équipe qui est arrivée me fait un grand bien, ça me fait respirer, ça me donne confiance en moi. Donc je suis très content de ma journée parce que d'habitude des matchs comme ça, à 30 places, je décroche un peu. Et là je suis resté serein toute la journée et vraiment je suis très content de ma journée. Pour moi ça me donne un second souffle, on dirait un enfant qui est en entraînement avec le sourire, avec l'envie de gagner et c'est kiffant quoi. Là juste ma médaille, profiter, me ressourcer et on verra, on va aller tranquillement. Là. On va pas aller à TGV là, tranquille. On va step by step, on n'est pas pressé. On fait les choses. La dernière fois j'ai gagné 2 paris, j'ai pas fait les jeux, donc là je commence bien, je fais 3 et après on verra pour la suite. Les 9 médailles françaises de reste, mais aussi bien des encouragements pour les beaux parcours, sont allés à beaucoup de ceux qui n'étaient pas champions de France en débarquant à Bercy. Le public a encouragé comme il le méritait Arnaud Aregba, vice-champion de France en moins de 81 kg, vainqueur brillant du médaillé mondial et olympique 2024, le Coréen Lee Junwan, mais qui devait céder ensuite devant le numéro 3 et le numéro 2 mondial, le Canadien Gauthier Drapeau et le Belge Casse. Une 5e place qui confirme tout de même sa bonne dynamique du moment. En moins de 73 kilos, et on l'y attendait depuis longtemps, Maxime Gobert est, lui, parvenu jusqu'au podium, après un parcours tout à fait remarquable dans lequel il écarte le triple médaillé olympique géorgien Lasha Shavdatoashvili à 5 secondes du gong alors qu'il est mené d'un yuko. Battu d'une dernière pénalité par l'Ouzbek Ahadov, auteur pourtant d'évidentes fausses attaques, il allait arracher le bronze à personne d'autre que l'Italien Lombardo, numéro 2 mondial sur un beau Katagoma. Une première médaille en Grand Chelem dans cette catégorie qui ouvre une nouvelle étape pour le champion d'Europe et médaillé mondial junior 2021. C'est vrai que depuis que j'ai changé de catégorie, j'ai mis pas mal de choses en place. Au début, c'était très difficile de changer de catégorie, de changer un peu de judo, plus axé sur faire tomber. Et voilà, c'est vrai que je suis content de voir qu'aujourd'hui, j'ai quasiment fait que tomber. Donc franchement, c'est un travail de longue haleine, pas seulement ces derniers mois, mais vraiment cette dernière année, ça a été quasiment que ça. Et je suis content de voir que le travail paye. C'est beau, c'est magnifique. On s'entraîne tous les jours pour ce genre de compétition, ce genre de match durs contre des mecs forts. Donc voilà, on est fait pour ça. Et je suis content de ramener cette médaille de bronze. J'aurais voulu ramener l'or, mais aujourd'hui, je pense que le bronze, avec la journée que j'ai fait, je m'en contenterai. 5e seulement des championnats de France, mais déjà 5 fois médaillé en tournoi Open à 22 ans et 3e au Grand Prix de Croatie en septembre, Enzo Jean profitait de sa sélection en moins de 60 kg pour atteindre son premier podium en Grand Chelem en sortant le combat décisif pour le bronze contre le Belge Jore Verstraeten, auquel il plaçait un bel Uranage au moment où il se relevait du sol, une situation désormais valable. Je suis content parce que ce Uran, en fait, il est juste, il est ensuite d'une liaison de boussole. En fait, de base, j'essaie de faire une liaison et je suis vraiment content parce que j'ai énormément travaillé au Newaza et c'est en faisant peur sur une technique au sol qu'en fait il se relève et c'est là que je peux charger sur Uranage. Donc non, je suis content. C'est pas si fou que ça parce que moi, je sais que j'ai le niveau d'être médaillé sur ce Grand Slam de Paris et même sur tous les Grands Slams. Ça fait longtemps que j'estime avoir ce niveau et donc je trouve que cette médaille elle est juste normale. J'ai conscience que c'était pas non plus les championnats du monde, c'est pas non plus un truc de fou de faire médaille sur ce Grand Slam. Mais je suis quand même super content et fier de moi d'avoir rebondi parce que ça m'a fait mal de perdre en quart de finale et j'ai su me remobiliser, donc pour ça je suis vraiment content. C'est pas du tout une concrétisation, c'est une étape pour qu'un jour je devienne champion du monde. C'est une étape importante et je suis content d'avoir cette médaille pour mon premier Grand Slam de Paris. Comme Enzo Jean qui remplaçait Luca Mekidze finalement forfait, Léa Fontaine n'aurait même pas dû faire ce tournoi de Paris après des championnats de France ratés. C'est le forfait de Roman Dico qui lui entrouvrait la porte, qu'elle allait exploser avec une détermination qu'on ne lui a pas toujours connue à ce niveau. Elle arrachait la victoire en demi-finale à Kim Ha-yoon, coréenne et 5e mondiale, 3e des championnats du monde et des Jeux olympiques, qu'elle parvenait à allonger pour un yuko après une féroce bataille à la garde sur laquelle elle ne lâchait rien. Une sacrée bagarre et un combat de référence contre une combattante qu'il avait battue 4 fois en 4 rencontres et sortie de 2 championnats du monde. En finale, Léa Fontaine enfonçait le clou jusqu'à la tête en surclassant la seconde coréenne présente, Lee Yeon-ji, championne d'Asie junior en août et déjà 10e mondiale, qui sortait tristement sur une civière. Seconde victoire en Grand Chelem de sa carrière pour la médaillée de bronze et dernier championnat d'Europe.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Léa Fontaine s'est replacée. Si aujourd'hui je veux être médaillée mondiale ou médaillée européenne, il faut battre ces filles-là. Donc maintenant c'est comme ça, on le sait très bien. Si je veux être championne du monde, il faut battre tout le monde, pareil. Donc franchement ça fait du bien au moral et ça fait du bien. Après il ne faut pas que je reste là-dessus. Il va falloir vite rebondir parce que les échéances elles vont s'enchaîner. Mais non, en vrai ça fait du bien. Et après, comme dit toujours, hein, pour moi l'entraînement ça efface les doutes. Plus tu t'entraînes, plus tu n'as pas de doute. Et aujourd'hui j'ai pas douté parce que j'étais vraiment bien préparé. Et voilà. Et je reviens quand même de loin. J'ai subi une opération en juin et le temps de revenir j'ai beaucoup galéré. J'ai fait une compétition au championnat de France, ça s'est mal passé, mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien parce qu'au final ça m'a fait rebondir et aujourd'hui si je suis là aujourd'hui c'est aussi grâce à ces échecs-là. Donc c'est juste pour dire la traversée du désert elle est longue mais au bout il y a la lumière et aujourd'hui j'ai été chercher la lumière. Franchement j'étais sans pression, relâché, j'étais remplaçante donc je l'ai pris vraiment en mode outsider et du coup voilà on est là. Dans le genre outsider, c'est toute la catégorie des moins de 57 kg qui a fait sauter le couvercle. La médaille olympique Sarah Léonie Cizic toujours au repos. On attendait sa numéro 2, triple championne de France en titre et en or à Paris en 2024. Mais Faiza Mogdar a manqué de son feu habituel sur ce rendez-vous important et laisse passer 2 déterminés, volontaires pour faire de cette année post-olympique leur grand moment. 3e à Tokyo et au Grand Prix de Croatie, où Mogdar avait fini en or, on peut s'en souvenir, Marta Fawaz traverse le tournoi parisien pour y décrocher l'une des 3 médailles d'or françaises, étranglant Faiza Mogdar au passage, alors qu'elle était restée dans son sillage depuis 4 ans. La finale l'oppose à l'une des références du circuit, l'Israélienne Timna Nelson-Levy, championne d'Europe en 2022, médaillée l'année dernière, une combattante agressive et puissante qui fut longtemps la bête noire de Sarah Léonie Cizic elle-même. Elle lui marque pour l'or l'un des plus beaux hippons du week-end sur un Sasae Tsuri Komiyashi très bien préparé. À 22 ans, Marta Fawaz a décidé qu'elle n'avait plus le temps d'attendre. C'est Paris, c'est quand même Paris pour tous les athlètes français, tous les judokas français. C'est le tournoi référence et de pouvoir briller de la plus belle des médailles ici, c'est une fierté et c'est un accomplissement vraiment. Je suis vraiment contente. Ça marque le début de belles choses, je l'espère. Franchement, j'ai fait une belle journée. Je suis contente de moi. Je suis assez difficile avec moi-même, mais là vraiment sur cette journée, c'était vraiment toutes les étoiles étaient alignées et je commence à faire mon petit trou dans le jeu et je suis vraiment contente. J'ai fait beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail sur moi-même, ce qui n'allait pas, beaucoup de travail sur le stress. Les sportifs vont se reconnaître là-dedans. En vrai, c'est vrai que j'étais beaucoup stressée avant. Peut-être que c'est ce qui m'a enlevé ce petit peps, ce petit grain de folie des fois. Et là, je l'ai retrouvé et ça fait du bien. J'ai lâché les chevaux et là, ça fait vraiment du bien. Là, franchement, ça me donne envie de tout. Là, franchement, je suis focus depuis ce début de saison. Comme tout le monde, je pense, les JO 2028, c'est l'objectif final. Donc, ça reste qu'une étape. Là, je suis contente, mais c'est vrai que ça reste qu'une étape. C'est pas une fin en soi de gagner Paris. Si ça l'était, ce serait trop facile, entre guillemets. Le plus dur reste à faire et voilà, j'essaye d'apprécier ces moments-là et en espérant qu'il y en ait d'autres. Elle n'était pas la seule à faire regretter son tournoi en dedans à Faiza Mogdar dans cette catégorie puisqu'elle était suivie sur le podium par une étonnante Ophélie Velosi, 25 ans, qui s'inclinait à la pénalité dans un long bras de fer avec Marta Fawaz en demi-finale, mais offrait pour le bronze au public de Bercy l'un de ses meilleurs moments du samedi en découpant à coups de Osotogari en contre la pourtant ultra puissante géorgienne Eteri Liparteliani. Une première médaille en Grand Chelem et peut-être le réveil d'un grand potentiel assoupi. Se dire qu'on n'est pas là pour rien et que le travail paye, en fait, c'est surtout ça. Je pense que la confiance en moi a permis aussi d'impacter sur les mains et donc ça a payé. C'est quelque chose qui manque encore dans mon judo, la tactique et surtout savoir gérer les pénalités, parce que je suis quelqu'un qui veut m'exprimer et donc il va falloir aussi que je trouve cette petite astuce pour pouvoir passer ces matchs-là. Je suis rentrée en me disant que tout était possible et que moi aussi j'avais ma place. J'espère qu'il y en aura d'autres et prochainement. Donc c'est surtout sur ce que je me dis et ce que je rêve en fait. Et les Jeux 2028 sont peut-être accessibles. Il fallait bien que quelques champions de France assument leur statut, trop peu sans doute puisque sur les 13 présents, seuls 3 d'entre eux atteignaient le podium du grand tournoi international de Paris. Ce n'était pas le cas par exemple du sémillant poids lourd Angel Gustan qui trouvait ici sa limite du moment, trop tendre au kumikata face au colosse géorgien Saba Inanaeshvili, champion du monde junior 2021. Il n'était d'ailleurs suppléé par aucun des autres poids lourds français, un vrai champ de travail pour cette catégorie qui doit sortir un jour ou l'autre de l'ombre de Teddy Riner.
Pas de moins de 100 kilos non plus à l'horizon de cette année pour faire oublier Aurélien Diès blessé. Chez les féminines, c'est plutôt du côté des légères que la concurrence semble tarder à se montrer derrière les médaillées olympiennes Boucli et Buchard. La fortune sourira aux audacieux et aux audacieuses qui voudront se montrer dans les 2 ans qui viennent. Du côté des champions de France récompensés, on trouvait la moins de 78 kg Fanny Estelle Posbit, de plus en plus sûre de son judo et de sa force à mesure qu'elle se retire de la carrière. 3e aux côtés d'Audrey Tcheméo, en battant la japonaise victorieuse à Tokyo Kurena Ikeda. C'est sa 10e médaille en Grand Chelem, un beau score. Franchement, je me suis dit, si à chaque fois c'est comme ça, pourquoi tu n'irais pas jusqu'à Los Angeles? Mais franchement, pour l'instant, j'ai fait une bonne compète, on verra si j'en ai d'autres. En tout cas, j'espère que chacune que j'aurai, je les fêterai comme ça. Et voilà. Je pense que psychologiquement, voilà, j'ai eu des épreuves qui font qu'on relativise vachement sur ce que c'est en fait le sport, le judo. On se prend beaucoup la tête, je me suis beaucoup pris la tête. Et maintenant, oui, je pense que en sachant que j'ai annoncé que c'était ma dernière saison, plus envie de me prendre la tête. Vraiment 100% plaisir. Et puis si ça m'amène plus loin, tant mieux, on verra. Mais pour l'instant, voilà, c'est jour le jour. La catégorie des moins de 63 kg proposait un duel comme on les aime et comme en a besoin le judo français. En l'absence de l'illustre Clarissa Benienou, on retrouvait les 2 finalistes du championnat national, la championne de France Manon Deketer, dont on se souvient qu'elle avait su prendre une médaille mondiale en 2022, et qui est repartie à l'assaut des podiums avec beaucoup de constance ces derniers mois, avec notamment une finale au Grand Prix de Zagreb et une victoire au Grand Chelem d'Abu Dhabi. Et face à elle, une jeune étoile un peu tombée de la lune, avec sa façon de faire tourner en bourrique les arbitres en prenant tout le temps qu'il lui faut. Dans son monde, sans doute, mais aussi un diamant, déjà bien taillé par Benjamin Guri à Chelles, et double championne du monde junior, Melkia Oshkorn, 20 ans, la fille que tout le monde attend, au sens propre comme au sens figuré. Manon Deketer s'illustrait en sortant en demi-finale la japonaise Megu Dano, finaliste à Tokyo, en l'étranglant proprement en Hadaka-jime, son enchaînement au sol favori. Melkia Oshkorn la suivait en sortant 2 références du circuit avec ses attaques de jambes en prise d'initiative rapide et ses bons enchaînements au sol. Ratait l'occasion de retrouver Deketer en finale en subissant la loi du travail au sol de la seconde japonaise, victorieuse à Tokyo, Haruka Kaju, mais finissait très fort en emportant un long bras de fer qui parut longtemps mal embarqué contre Megu Dano, laquelle finissait par céder sur une fausse attaque pénalisée sous le poids constant du bras de fer de Melkia Oshkorn. En finale, Manon Deketer se faisait pénaliser pour sortie à 4 pattes pour se défendre, une sanction qu'on ne voyait plus et qui est revenue au devant de la scène alors qu'on ne pénalise plus celle qu'on pratique debout. Un peu étrange sans doute, mais pas aberrant non plus. Une erreur qui n'amoindrit cependant pas l'évidence de l'excellente séquence qu'elle a lancée depuis l'été. Je me sens plutôt bien, je suis contente parce que je suis bien revenue de mon croisé. Donc avant le croisé, c'est ce qui manquait, d'être régulière. Là, je commence à réussir à le faire. Puis je suis contente. J'espère que la suite sera pareille. Je sais que mentalement, je suis bien. Mentalement, je me sens mieux. Je suis plus en confiance. Après, meilleur, je pense que j'ai juste retrouvé mon judo d'avant. L'Olympiade, ça dure 4 ans, c'est très long. Donc je prends compétition par compétition. Pour l'instant, je pense pas trop à 2028 parce que c'est vraiment dans très longtemps, donc je préfère prendre étape par étape et je sais qu'il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde à aller chercher et on va passer par là. Je garde ma dynamique, on est à la maison donc ça fait toujours plaisir de ramener cette médaille pour moi mais aussi pour ma famille, pour le public parce que ils sont grandioses et ouais c'est une régularité, les France c'était une étape qu'il fallait que je repasse. Maintenant, je reviens par les médailles en Grand Chelem, donc c'est cool. Quant à Melkia Oshkorn, elle inaugure sa première médaille en Grand Chelem, un marqueur fondamental dans les courses aux grandes sélections à venir. Ça signifie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. C'est ma 3e participation et c'est la première fois que je me classe, c'est la première fois que je fais une médaille, c'est la première fois pour tout. Donc je suis très 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 contente. Je pense que j'ai grandi parce que en fait, les autres fois, j'ai pas abordé de la même manière la compétition. Je me cachais derrière le fait que j'étais encore junior, pas beaucoup d'expérience. Voilà, du coup, je me mettais un peu en dessous des filles alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cru en moi. Franchement, c'est un soulagement parce que je me disais quand est-ce que je vais passer le cap. Voilà, à chaque fois je parlais avec les grandes, elles me disaient t'inquiète, ça va venir, tu vas passer le cap. Mais en fait, on ne sait jamais quand on le passe. Pour certains, ça va prendre 2 ans, 3 ans. D'autres, ça se fait directement. Donc voilà, soulagement. Ça me lance, ça me donne confiance en moi un peu. Voilà, après, je ne veux pas commencer à faire des plans sur la comète parce qu'une Olympiade, c'est long. Donc on sait tous que
il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, je vais rester focus sur l'entraînement, sur le fait de progresser et puis voilà. 3 médailles d'or ce week-end, il en manque une dans ce récit et c'est peut-être la plus belle, même si cela ne veut rien dire. Un titre masculin à Paris, c'est assez rare en tout cas pour être marqué d'une pierre blanche comme on dit, puisque hormis Teddy Riner et Luka Mekidze l'année dernière, il faut remonter au triplé du grand Cyril Marais de 2014 à 2016 pour trouver la précédente. Cette fois, c'est en moins de 60 kilos qu'apparaît le nouveau héros, et il s'agit de notre petit prince à nous, le remarquable Romain Valadier-Picard, 22 ans, dont on prend plaisir à suivre les aventures et les progrès depuis sa sortie des juniors par le haut, avec 2 médailles de bronze mondiales en 2021 et 2022. Déjà 5 fois médaillé en Grand Chelem, dont le bronze à Paris dès 2021, mais sans jamais emporter le titre, il était intouchable sur la journée, faisant exploser le top 15 Jore Verstraeten en demi-finale et se retrouvait en finale devant son défi du jour, le japonais Kenta Sekimoto, en argent à Tokyo, et vainqueur du jeune français dans leur unique rencontre 2 ans plus tôt. Toujours vaincu jusque-là par les adversaires nippons qu'il avait rencontrés, Romain Valadier-Picard avait décidé que c'était une spirale à briser au plus vite et il a fait ce qu'il fallait pour ça. Immédiatement à l'aise au sol, il affrontait ce redoutable adversaire d'égal à égal techniquement et parvenait à l'ouvrir sur un merveilleux et étonnant petit enchaînement en Ouchigari qui semblait mourir au sol et qu'il reprenait pour un impeccable Uchimata Kenken ultra précis. Il finissait sa démonstration sur un Seoinage bien amené qui enfonçait Sekimoto dans les limbes du doute pour longtemps, on peut en faire le pari, et qui envoyait le message comme une onde à toute la planète, moins de 60 kilos. Romain Valadier-Picard est encore plus fort qu'avant. Avoir une première médaille d'or en Grand Slam, ça fait plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est d'avoir battu un Jap en finale. Voilà, c'est mon premier Jap que je bats, faut se le dire. J'ai perdu en junior, j'ai perdu en senior. J'avais jamais battu de Jap encore. Donc cet été, je suis allé au Japon, je me suis entraîné comme un chien, permettez-moi l'expression, pendant que certains profitaient de leur médaille au jeu. Moi voilà, j'étais au Japon, je m'entraînais dur. Et aujourd'hui, ça fait du bien de voir que tout ce travail est récompensé. J'ai réussi à mettre des hachis aujourd'hui et pour atteindre le meilleur niveau, le niveau de médaillé mondial, le niveau de médaillé olympique. Voilà, c'est une des étapes les plus importantes, réussir à allier ces hachis au travail du debout. Donc voilà, déjà pour ça. Puis ça m'a permis vraiment de m'imprégner de cette culture du Japon et cette façon de faire du judo. Et aujourd'hui, je pense que c'est en partie grâce à ça que j'ai réussi à gagner cette finale et à avoir ce déclic face aux Japonais. J'ai fait tomber, j'ai fait de la liaison, j'ai pas pris un seul chido, j'ai pas pris une seule valeur. Personne m'a vraiment mis en danger, sauf sur le Japonais, j'avoue. Il m'a un peu décollé un moment sur son sodé. Mais je pense que je peux me permettre de dire qu'aujourd'hui, j'ai été un patron. Donc les journées comme ça, évidemment, ça fait plaisir. Je veux montrer que je suis là et que j'espère bien que j'aurai un adversaire redoutable pour cette nouvelle Olympiade et que j'irai chercher cette sélection olympique. Et évidemment, elle est dans un coin de ma tête. Après, d'abord, on va penser aux Europes et au monde qui arrivent bientôt. Voilà, cette victoire, elle me permet de prendre un peu d'avance. Il va falloir confirmer maintenant parce que le travail n'est jamais accompli avant la médaille mondiale ou la médaille olympique. Mais on va continuer à bosser et c'est de bonne augure. 15 médailles donc, le bilan à retenir. Et pour ce qui est des étrangers présents, c'est le grand russe Inal Tassoyev qui a sans doute fait le plus de bruit avec les techniques extraordinaires qu'il est le seul capable de sortir, dont un Ouchigaishi à l'effet waouh immédiat dans tout Bercy contre le japonais Yuta Nakamura, champion du monde junior 2022, avant un merveilleux enchaînement en finale ponctué en Sasai Tsurikomiyashi sur un coréen copieux. Pour sa deuxième victoire ici à Paris, avec l'œil tranquille du vainqueur serein et une barbe de bûcheron formidable, il envoie lui aussi très clairement le message « Où es-tu, Teddy Riner ?» On aimerait bien voir une revanche entre ces deux-là. Dans la discrétion, les Émirats Arabes Unis se hissent dans 2 finales et en gagnent une avec le moins de 100 kg Jafar Kostoyev, la 4e médaille d'or en Grand Chelem de leur histoire. Une grande montée en puissance semble s'amorcer là-bas dans un contexte dynamique de concurrence avec les autres pays du Golfe, fou de sport de combat aux moyens illimités et qui s'organise pour le futur proche. C'est à suivre de près.